Bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes qui nous suivent sur le Facebook Live et surtout, bienvenue et bonjour à toutes les nombreuses personnes réunies ici ce soir. Donc, au nom de la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, au nom de Relais Femmes et au nom du service aux collectivités de l'UQAM, j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce lancement, dévoilement de deux formidables outils sur les communautés virtuelles de pratique qui nous réunit aujourd'hui. Donc, écoutez, je suis Eve-Marie Lampron, agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM, plus précisément au protocole UQAM Relais Femmes. Donc, le protocole UQAM Relais Femmes, c'est une structure de collaboration entre Relais Femmes, que vous connaissez très bien, qui fédère plusieurs groupes de femmes et féministes, signé en 1982 entre Relais Femmes et l'UQAM, plus précisément le service aux collectivités, et depuis 1990, l'Institut de recherche et d'études féministes. C'est un protocole de collaboration qui nous permet de mener, disons, sur une base annuelle, une quarantaine de projets de recherche, formation, transfert, diffusion des connaissances entre groupes féministes et de femmes et universitaires de l'UQAM, de notre institution. Donc, écoutez, sans plus tarder, j'aimerais tout d'abord inviter Julie Raby de Relais Femmes à nous dire quelques mots sur le projet et sur les communautés virtuelles de pratique de manière plus générale. Oui, c'est ça. C'est pas sur le projet. Je vais aller prendre du vin avant de vous en parler. Donc, bonjour, bienvenue. Surtout, bienvenue à la Maison Parent-Robac. On se disait, quoi de mieux que de se retrouver dans un lieu aussi névralgique que du mouvement des femmes pour lancer une production qui porte sur les communautés de pratique, puisque la Maison Parent-Robac, c'est un lieu où la communauté est mise en pratique. C'est en fait 18 groupes locataires, bientôt 20. C'est un projet qui mutualise, si on veut, les ressources, donc qui abrite des locataires ensemble. Depuis 1997, c'est des regroupements nationaux, régionaux de femmes, une maison d'édition féministe, un centre de documentation qui est ici. Et donc, en tout, c'est l'équivalent de plus de 1200 groupes locaux qu'on rejoint en étant ensemble dans ce même lieu. Alors, une communauté de pratique mise en action dans la Maison Parent-Robac, c'est un des objectifs, c'est justement de mutualiser nos ressources. C'était le principe premier de se mettre en action pour augmenter de se mettre ensemble pour augmenter notre capacité d'action. Et donc, est-ce que ça pose la question, est-ce que c'est pas un principe derrière des communautés de pratique virtuelles, se mettre ensemble en communauté pour augmenter notre capacité d'action? Et la question qui se pose ici aujourd'hui, c'est est-ce que ça permet d'augmenter notre capacité d'action? Alors, là-dessus, je vous laisse à qui d'autre? Qui d'autre qui continue, c'est ça? Merci beaucoup, Julie. Oh oui, on s'applaudit. On fait ça. Excellent. J'inviterai maintenant Rachel Chagnon, qui est professeure au département de sciences juridiques de l'UQAM, mais également directrice de l'Institut de recherche et d'études féministes, à nous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici et c'est un plaisir pour l'IREF d'être associé à ce lancement sur un projet qui est vraiment cher aux valeurs de l'IREF puis aux valeurs féministes qui sont défendues de façon plus générale à l'UQAM. Comme le mentionnait Eve-Marie, l'IREF collabore depuis sa fondation, en fait, aux activités de partage de connaissances et aux activités de recherche-participation avec les communautés de pratique par principalement l'intermédiaire du protocole UQAM Relais Femmes. Ces collaborations-là ont, au cours des années, pris vraiment de multiples formes, guides d'accompagnement, la fameuse boîte à outils, un terme que nous ne pourrons plus jamais employer de la même manière, depuis qu'il a été récupéré par certaines forces de droite. Bref, projet pilote, bilan, études, projet d'intervention, etc., etc. Donc, c'est aussi quelque chose que j'ai d'autant plus plaisir à appuyer que je suis moi-même très privilégiée et une grande bénéficiaire de ce type de projet-là que j'ai pu mener avec différents groupes au fil des années. Et j'ai vraiment un attachement particulier à la recherche participative qui, selon moi, est une recherche qui correspond au plus près à nos valeurs de transformation sociale et à nos valeurs de changement et d'amélioration de la société.
Et aussi, c'est un type de recherche qui répond aussi à une autre valeur chère aux féministes, qui est cet enjeu de l'horizontalité, puis de la reconnaissance que la connaissance n'est pas seulement le fait des académiques et que la connaissance n'existe pas uniquement dans les tours d'ivoire scientifiques. Depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, il y a différents types de recherches participatives qui ont été menées avec des chercheuses membres de l'IREF. Ces recherches collaboratives-là ont vraiment permis l'élaboration de différents programmes, même dans certains cas, permis certaines transformations sociales. Et encore, en ce moment, ce sont des projets qui continuent et qui se poursuivent. Par exemple, on a à l'heure actuelle un projet sur la violence conjugale et la violence en milieu familial, comment assurer une meilleure reconnaissance pour les femmes victimes devant les tribunaux. On a un projet de justice pour les femmes victimes de violence, qui était présenté dans une autre salle, à un autre endroit d'ailleurs ce matin, où on discutait justement de comment améliorer la représentation et la prise de parole des femmes victimes de violences dans le système judiciaire. Puis aussi, mais ce n'est pas seulement sur les questions de violence, on a des recherches sur les échanges économico-sexuels des étudiantes en milieu universitaire, des recherches sur l'éducation sexuelle, sur les femmes immigrantes. Donc, la recherche partenariale, c'est vraiment un projet qui ne cesse de se renouveler et qui va d'ailleurs maintenant rentrer dans le 21e siècle avec l'utilisation des nouveaux outils de pratique puis des nouveaux lieux que nous fournissent les espaces virtuels. Alors, on va souhaiter longue vie aux communautés de pratique virtuelles. Merci. Alors, ce serait maintenant à Diane Matt, organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, de commencer à nous parler du projet des espaces vie. Oh! Il n'a pas cassé. C'est beau. Nous avons perdu quelques gouttes d'alcool, mais à part de ça, tout va très bien. Pauvre toi. Bon. On me dit d'être brève. En fait, la première chose, c'est pas toujours un défi parce que, bon, faut dire ce qu'on a à dire, hein? Mais peut-être dans un premier temps, dire que l'atelier, en fait, a bénéficié. La mise sur pied de l'atelier est basée ou ancrée dans un type de recherche partenariale entre le service aux collectivités, le protocole Relais Femmes, le regroupement des CALAX, l'atelier, je pense le CATI, effectivement, qui ont réalisé au début des années 2000, je ne me tromperai pas d'année comme ça, la recherche sur la traite à des fins d'exploitation au Québec, une des seules recherches qui a été faite au Québec, en fait, sur cette problématique-là de façon plus particulière. Et on est de fiers partenaires sur différents projets de recherche, effectivement, depuis le début. Et on a bénéficié de toutes sortes de façons du soutien de Rachel, du soutien de certaines professeurs ou de certains professeurs, mais également aussi autant de Lynn ou de Eve-Marie, que nous aimons beaucoup. Et on tient toujours à chaque fois à souligner son travail parce qu'effectivement, elle lâche pas le morceau, comme on dit. Pour revenir plus particulièrement à la question de l'espace vie. Espace vie, c'est espace de veille, d'innovation et d'échange pour contrer l'exploitation sexuelle. On voulait évidemment étendre notre capacité de faire de la prévention au niveau de l'exploitation sexuelle, mais également d'offrir plus de soutien aux femmes qui sont aux prises avec la prostitution ou qui vivent l'impact d'avoir été dans la prostitution, et ce, à travers le Québec. Donc, ce projet-là, qui a été financé par Conditions Féminines Canada pour les 3 premières années d'existence, nous a amené à découvrir quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué. En fait, on a déposé un projet, mais on ne connaissait pas vraiment ce que c'était une plateforme virtuelle et une communauté de pratique dans ce sens-là. On a eu de longues discussions parce qu'on voulait aussi un lieu de veille, on veut une communauté de pratique, on a tout mis ça ensemble. Là. C'est assez extraordinaire, mais on l'a réussi, entre autres, à cause du soutien de Christine Toher et d'un autre professeur dont j'oublie le nom, je dois avouer,
Wissindridi, qui, au tout début, nous a vraiment aidé à comprendre ça marche comment, cette affaire-là, puis qu'est-ce qu'on doit avoir comme outil, quel type de plateforme on doit mettre en place, et qui nous ont accompagnés tout au long, et particulièrement Christine, qui a même décidé de prendre l'exemple des espaces vie pour étudier qu'est-ce que ça veut dire de mettre sur pied une plateforme virtuelle avec ressources limitées. Hein? Je vous fais remarquer là, le bout de phrase. Petite phrase importante, effectivement, parce que vous allez en entendre parler aujourd'hui, mais c'est ça, on est donc très fiers. On est fiers de cet outil-là dont nous sommes dotés. Il est en expansion. On vient d'avoir une autre possibilité de continuer le travail qu'on fait déjà et on a l'intention de l'étendre. Si vous ne connaissez pas l'Espace Vie, on vous invite à venir nous visiter soit notre site web ou nous parler ce soir. Il y a Chantal qui est ici, qui malheureusement ne travaille plus à l'atelier maintenant, mais a été au cœur de la création de cette plateforme-là et qui continue évidemment, parce que Chantal Ismé étant Chantal Ismé, elle continue de s'impliquer évidemment dans la continuité des espaces Vie. Donc, on est très heureuse de pouvoir entendre. On a des scoops, évidemment, de ce qui va être lancé ce soir, mais on est très heureuse que vous soyez là pour partager cet outil-là. Merci beaucoup, Diane, pour ce discours à la fois bien senti et bref. C'était parfait. On se connaît bien, hein, vous aurez compris. Excellent. Donc, écoutez, sans plus attendre, c'est un grand plaisir de vous présenter Jeanne Reynolds, candidate à la maîtrise en sociologie à l'UQAM, ainsi que Christine Taher, qui est professeure en communication sociale et publique et bien sûr membre de l'Institut de recherche et d'études féministes, qui sont les autrices principales des deux outils qui vont être lancés ce soir et qui vont nous faire l'honneur de nous présenter. Merci Marie. Juste avant de passer la parole à Christine, dans le fond, je voulais juste expliquer un peu c'était quoi les espaces vie, parce que c'est une communauté virtuelle de pratique. Il y a plusieurs espaces. Donc, il y a un espace qui est public, donc qui est un centre de documentation qui est accessible à tout le monde. Ensuite de ça, on a un espace qui est privé, donc où les personnes qui soit interviennent auprès des femmes qui sont dans l'exploitation sexuelle ou qui font de la prévention ou qui font de la recherche sur ces enjeux-là peuvent s'y inscrire et y accéder. Et sur cet espace privé-là, il y a plusieurs fonctionnalités. Entre autres, il y a un accès à des webinaires qui sont donnés à tous les mois à peu près, en tout cas à une certaine fréquence où il y a évidemment des membres des espaces vie qui vont donner des webinaires sur l'heure du dîner, sur leur expertise. Donc, le but, c'est vraiment de partager leur expertise et que ça bénéficie en fait à tous les membres de la communauté. Et il y a un espace, en fait, plus communauté de pratique qui est réservé plus spécifiquement aux intervenantes pour qu'elles s'échangent, en fait, des enjeux le plus terrain, concret, confidentiels. Donc, c'était juste pour préciser que tout le monde a une bonne idée de ce qu'étaient les espaces vie. Puis, je vais laisser la parole à Christine. Bonjour à tout le monde. Donc, nous, on va vous présenter les deux outils que vous avez sans doute pu avoir à votre arrivée, donc le rapport et puis les fiches pédagogiques. Mais évidemment, on ne pourra pas vous les présenter en grand détail. On va vous donner certaines informations pour essayer de vous donner envie d'aller les lire. C'est ça l'idée. Donc, l'objectif des espaces vie, comme le soulignait Diane, c'était donc de favoriser une concertation accrue entre les acteurs et les actrices qui sont impliqués dans la lutte contre l'exploitation sexuelle. Et dans le cadre du projet, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est documenter toutes les étapes qu'implique le développement d'une communauté de pratique, comme on l'a souligné, avec ressources limitées. Et donc, dans une perspective très ethnographique, voilà, de suivre de l'intérieur. Jeanne a participé aussi à l'alimentation des espaces vie, donc on participait aussi aux réunions d'encadrement. Donc, c'était vraiment de suivre pas à pas et puis de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se produit. Et tout ça dans une idée où on voulait, comme c'est un projet de recherche participative, co-construire toutes ces étapes avec donc les intervenantes de la clé, mais aussi avec le service aux collectivités. Donc vraiment, le rapport et les fiches sont le produit de tout ce travail concerté. On nous a présenté comme les autrices, mais nous, on tenait le crayon, on écoutait, on était les oreilles et on mettait ça ensemble. Donc voilà, alors le projet, c'était de mener une réflexion sur
le déroulement de la mise en place et du déploiement des espaces vie. Et on avait en tête quelques questions. D'une part, comment favoriser la participation? C'est les questions qu'on retrouve tout le temps pour les communautés de pratique. Comment est-ce qu'on peut favoriser la création d'un sentiment d'appartenance, d'un sentiment d'un nous? Quel modèle d'animation il faut envisager? Ça aussi, c'est des questionnements qu'on retrouve dans toutes les communautés de pratique. On voulait regarder aussi les modalités d'évaluation, parce que si on regarde tous les guides qu'on a sur faire une bonne communauté de pratique, il y a différents indicateurs qui sont présentés pour l'évaluation, mais en fait, ce sont souvent des indicateurs qui s'appuient sur Google Analytics, etc., mais ça ne donne pas beaucoup accès à ce qui se fait vraiment sur la communauté de pratique. Donc, et est-ce que c'est accessible à toutes les organisations qui mettent en place des communautés de pratique? Puis qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les interprète? Donc, on voulait réfléchir aussi à cette idée de l'évaluation, d'essayer de mettre en place un processus d'évaluation que puisse s'approprier la clé aussi par la suite. Et tout ça, évidemment, en ressources limitées. Donc, la méthodologie, comme je vous l'ai dit, c'était une approche ethnographique avec d'observations participantes, des analyses de données de fréquentation, donc qui participe au site, quel type de profil, combien de fois, etc. On vous en parlera. Mais surtout, les résultats qui sont le plus riches, c'est ceux qui sont issus de l'enquête qualitative qu'on a fait auprès des membres qui participaient ou ne participaient pas aux espaces vie. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter pour le plus. Donc, juste pour rappeler, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu pour tous et toutes, la notion de communauté de pratique, c'est une notion qui émerge à la fin des années 90, notamment avec Étienne Wenger. Et l'idée, c'est un groupe de personnes qui s'organisent autour d'un projet commun et qui vont, au travers de leurs interactions, donc ils peuvent être en face à face ou virtuels, mais en général, si c'est seulement virtuel, c'est très difficile de créer un sentiment de nous, donc plutôt en face à face et virtuel, pour essayer de développer, de partager des connaissances, développer des compétences, mais surtout d'avoir un regard réflexif sur sa pratique. Et c'est peut-être cet aspect-là qui est le plus riche, en fait, dans le cadre d'une communauté de pratique. Donc, en termes de résultats, la première étape, c'est qu'on avait regardé quelles étaient les attentes des membres. Et ça, c'est notamment la clé qui avait mis en place différents sondages pour essayer de voir qu'est-ce que les membres voudraient trouver sur cette communauté. Donc, notamment, c'était d'avoir accès à des connaissances, avoir accès à des outils, des connaissances récentes sur la question de l'exploitation sexuelle, des outils pour mieux intervenir, d'avoir connaissance des ressources, mais aussi d'avoir connaissance des personnes qui sont derrière les ressources, parce que dès qu'on connaît les personnes derrière les ressources, on est beaucoup plus à même de référer vers ces ressources, on se sent plus à l'aise de le faire, et aussi on est plus à même de faire un suivi aussi après auprès de ces ressources. Donc ça, c'était vraiment important. Une liste, c'est beaucoup moins efficace que quand on arrive à identifier les ressources en tant que telles. Comme attente aussi, il y avait l'idée d'avoir un espace où on allait retrouver tous les acteurs clés dans la lutte contre l'exploitation sexuelle à travers le Québec, d'où l'idée que ça soit une communauté virtuelle, parce que c'est pas non plus facile pour tout le monde et compte tenu des ressources limitées des organisations aussi, de pouvoir échanger. On ne peut pas organiser des rencontres tout le temps, même si les rencontres annuelles étaient vraiment très importantes et un moment clé dans le fait que ça cristallise finalement ce sentiment de nous, puis que ça donne envie de continuer à échanger en ligne et que ça donne envie aussi d'aller partager en ligne. Donc d'avoir un espace où on puisse rassembler toutes les ressources, où on puisse partager des informations, mais aussi se faire connaître. Ça veut dire, moi j'existe, moi j'offre tel et tel outil, ou j'ai mis en place telle intervention, et en retour, ça sert d'inspiration pour d'autres groupes. Si on regarde maintenant, donc ça c'était les attentes, si on regarde les usages qu'on a pu observer, puis en fait les usages et les appropriations, comment est-ce qu'on fait sien cet espace-là, ce qui ressort, c'est que en termes de fréquence, et là si on s'arrêtait aux indicateurs de fréquence, on voit que c'est très variable. Selon les membres, ça peut être de quelques fois à, on a fait une observation pendant 1 an et demi, à plusieurs fois par mois. Donc on voit, ça varie énormément. Par contre, ce qu'on retrouve, la récurrence, c'est l'infolette qui était diffusée mensuellement. Celle-là, elle était lue assez religieusement.
Et l'idée, c'était pas forcément... d'une part, ça permettait de se tenir au courant de de l'information relative à la question de l'exploitation sexuelle, mais aussi de savoir, tiens, on a mis en ligne tel document. Et donc, ça ne veut pas dire que je vais aller voir le document tout de suite, mais je sais qu'il existe, je sais qu'il est là, et si un jour j'en ai besoin, je sais où je vais aller pouvoir le trouver. Donc, c'est aussi dans cette idée-là. Comme usage en tant que tel, on s'est rendu compte que la communauté était utilisée comme base de connaissances. Donc, on sait qu'il y a des connaissances, on y revient. Une activité qui était très largement suivie, c'était les webinaires. Donc, des webinaires avec différentes actrices qui venaient présenter. Alors, ça pouvait être des membres de la communauté, ça pouvait être des expertes sur certaines questions. Donc, il y a eu différentes présentations. Ça, c'était très suivi. C'était pendant l'heure du midi. C'était des formats courts. Donc, sur l'heure du midi, on avait le temps d'avoir un tour d'une question et de pouvoir aussi participer, poser des questions. Et c'était intéressant parce qu'il y a plusieurs organisations qui nous ont dit qu'elles le suivaient à plusieurs. Donc, d'une part, c'était l'occasion d'être informé, de se former sur un des thèmes, mais aussi de pouvoir échanger au sein de son organisation, donc d'avoir une réflexion par la suite sur cette question-là. Et aussi de partager des ressources, donc ça, ce qui était aussi une attente, ça a été aussi un des résultats. Alors, si on regarde les bénéfices, je vais vraiment rapidement, vous irez voir en détail les bénéfices, puis on n'a pas mis beaucoup d'extraits des verbatim, mais c'est vraiment là, c'est très riche en fait d'aller lire les extraits de verbatim, parce qu'on voit comment les membres se sont vraiment appropriés l'espace. Donc, parmi les bénéfices, il y a l'idée donc de la réduction de l'isolement. Se dire, je ne suis pas toute seule à lutter et à essayer de mettre en place des interventions pour lutter contre l'exploitation sexuelle. Et ça fait du bien, il faut se le rappeler régulièrement et la communauté y participer. L'idée aussi de pouvoir, il y avait cette attente, se faire voir, dire voilà j'existe et voilà quel type de service je peux offrir. Ça aussi, cette mission-là a été remplie et ça permettait aux organismes donc de se faire mieux connaître, mais aussi d'en découvrir d'autres. Et donc, de ce fait-là, ça facilitait le réseautage, ça permettait d'identifier des partenaires potentiels, voire d'envisager des projets communs, des interventions à mettre en place. Un autre bénéfice aussi qu'ont exprimé les membres, c'est que oui, les groupes sont amenés à se positionner face à l'exploitation sexuelle, mais au travers de la communauté, c'était aussi l'occasion pour des membres individuellement de réfléchir à leur position face à l'exploitation sexuelle. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc on voit vraiment que ça devient un espace réflexif sur sa pratique, sur son positionnement. Et c'est d'autant plus important que c'est un espace où on peut discuter à l'abri de débats qui sont polarisants sur l'exploitation sexuelle. Donc dans les temps qui courent, c'était important. Si on regarde, il y avait évidemment quelques facteurs limitant la participation. Le facteur le plus évident, c'est le manque de temps. Et ça, quelles que soient les communautés qui sont mises en place, c'est toujours un facteur qui revient. Les individus manquent de temps pour participer. Il y a aussi certains problèmes par rapport, on a tellement d'espaces avec des mots de passe. Et là, les mots de passe étaient importants puisque justement, c'était des espaces avec différents niveaux d'accès. Donc, il fallait avoir ces mots de passe pour pouvoir avoir un espace sécuritaire où discuter. Mais de ce fait-là, il faut s'en souvenir. On en a plusieurs. Donc, tout ça, c'est un peu des freins. Et si on ne revient pas régulièrement, mais c'est sûr que c'est plus difficile de s'y retrouver parmi les ressources parce qu'on n'a pas une fréquentation assidue. Mais globalement, finalement, il y a quand même... la convivialité était quand même soulignée par la plupart des participants qui ont participé à l'évaluation. Et une donnée, c'est la participation. Bon, certains soulignaient, oui, la participation sur les forums n'est pas très importante. Et puis, est-ce que c'est un problème? C'est toujours un questionnement. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la participation? Là-dessus, il faut voir que déjà, il y a certaines personnes qui considéraient qu'elles n'avaient pas l'expertise
nécessairement de parler parce que justement la clé, c'est elles les expertes, elles vont répondre. Donc si quelqu'un pose une question, mais moi je n'oserais pas répondre. Et ça c'est un obstacle commun sur différentes communautés, mais que l'on retrouve particulièrement dans des espaces publics où les femmes s'expriment et où on va plus souvent avoir une participation qu'on dit passive. Mais je voudrais revenir sur cette idée que la participation est passive parce que même quand on lit, ça peut être source finalement d'empowerment pour les individus. Et finalement, l'idée de participation passive, moi je préfère qu'on parle de lecture active en fait, parce que ce que nous disaient les personnes qui ont participé à la recherche, c'est qu'elles avaient été rechercher des connaissances, elles avaient développé leur rapport aux différents outils, elles avaient mené plus loin leur réflexion. Donc, même si elles n'avaient pas contribué, ça avait quand même été très positif. Et si on regarde la contribution dans d'autres espaces d'échange, selon la littérature, ça varie entre 2 et 10%. Donc, dans tous les espaces, les gens participent relativement peu. Ceux qui contribuent vraiment sont souvent un nombre limité. Et même dans les médias sociaux comme Facebook et autres, on n'atteint jamais des taux de participation qui sont plus que 20 ou 30%. Donc, quand on a des taux de participation de 10%, il faut se dire c'est fantastique, c'est un succès. Donc, il faut le remettre en question. Donc, voilà, je vais passer la parole à Jeanne qui va vous parler de... Les fiches pédagogiques. En fait, ces fiches-là sont nées d'une journée d'études qu'on organisait, une journée d'études sur le déploiement des communautés de pratique, à laquelle on avait invité des groupes de divers horizons, mais plus particulièrement des groupes qui provenaient du milieu communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux, et qui avaient des expériences relatives, en fait, avec le développement de communautés de pratique. Donc, l'objectif, c'est de partager nos expériences respectives, en fait, sur le développement des communautés de pratique, de la conception à l'évaluation, en passant par l'animation et le financement. Et dans le fond, l'ensemble des participantes qui étaient là, qu'on remercie d'ailleurs, dans le fond, l'ensemble des communautés de pratique qu'elles avaient mis en branle combinait en fait une dimension hors ligne et en ligne. Donc, dans la majorité des cas, il y a tout le temps une dimension hors ligne, donc des échanges virtuels et des échanges en présentiel. Voilà. Puis, à partir de là, on s'est dit, pourquoi pas faire des fiches pédagogiques pour, en fait, faire bénéficier les groupes qui se lancent dans le développement des communautés virtuelles de pratique de nos expériences respectives. D'autant plus qu'il semble y avoir de plus en plus de groupes, en fait, qui souhaitent développer des communautés virtuelles de pratique. Peut-être parce qu'il y a du financement aussi qui est orienté dans ce sens-là. Donc, là, pour nous, on se dit... c'est une réalité et dans ce sens-là, on se disait pourquoi pas essayer, dans le fond, de les soutenir en leur fournissant cet outil-là et dans la perspective, évidemment, du service aux collectivités et de la recherche partenariale. Le but, c'est aussi de redonner à la communauté, dans le fond, la recherche universitaire, d'en faire bénéficier de la recherche universitaire. Donc, le but, c'était d'avoir un outil qui sert à la communauté. Donc, on va passer... en fait, on n'aura pas le temps de voir l'ensemble des fiches. Vous allez pouvoir les lire, mais dans le fond, les fiches contiennent les étapes du déploiement d'une communauté virtuelle de pratique, donc de la conception à l'évaluation. Vous avez aussi quelques exemples de modes de fonctionnement, des mythes, des bons coups et des défis qu'il nous reste encore à relever. Et dans le fond, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous les relever en fait certains... Ouais, OK. On voulait relever certains enjeux qui ressortaient, en fait, de ces fiches-là. Dans un premier temps, il y a la question de l'animation, qui est un enjeu. En fait, l'ensemble des toutes et tous s'entendent pour dire que c'est nécessaire de rémunérer une personne pour animer, en fait, une communauté virtuelle de pratique et qu'à partir du moment, en fait, où on cesse on n'a plus les ressources, en fait, pour rémunérer une personne, il y a une perte de dynamisme de la communauté. Donc, même après plusieurs années d'existence, ça prend une personne pour animer. En fait, vous allez retrouver dans les fiches pédagogiques des citations qu'on a prises des participantes de cette journée d'études-là. Donc, quelqu'une qui avait dit « C'est une utopie que ça vive de soi ». Et ça pose, en fait,
enjeu-là pose des enjeux au niveau du financement, surtout pour les groupes communautaires, parce qu'évidemment, on fonctionne avec un mode de financement par appel de projet, qui n'est pas un mode de financement qui est très périn. Et donc, quand on reçoit du financement pour développer une communauté de pratique et qu'après un certain temps, on n'a plus ce financement-là, ça devient complexe parce que c'est un beau projet, mais malheureusement, on n'a pas les ressources pour pérenniser, en fait, cette communauté de pratique-là. Donc, c'est tout un enjeu qui nous amène à nous poser des questions aussi sur le mode de financement du milieu communautaire. Voilà. C'est mon petit commentaire politique. Voilà. Donc, voilà. En termes de participation, en fait, je pense que ce qu'on voulait soulever, c'est que la participation, ça peut prendre du temps avant qu'une communauté prenne son envol. Souvent, des fois, on a l'impression, en fait, que la participation est en deçà de nos attentes. Et il ne faut pas se décourager. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un échec. Et ce que la recherche, en fait, nous a démontré, c'est qu'il y avait davantage de bénéfices que ce qu'on pensait, en fait, à la base. Et donc, vraiment, en allant discuter avec les membres, on se rendait compte qu'il y avait toutes sortes de bénéfices qui n'étaient pas nécessairement perceptibles pour l'animatrice et que, dans le fond, il faut mettre en place des indicateurs. En fait, il faut mettre en place des méthodes d'évaluation, de rétroaction, en fait, de la communauté qui vont au-delà des indicateurs statistiques, qui ne nous renseignent pas sur grand-chose. Voilà. Ensuite, un mythe aussi qu'on déconstruit, en fait, dans ces fiches-là, c'est le fait que les communautés virtuelles de pratique seraient une économie d'argent à cause que ça opérait une transition vers le numérique. Dans le fond, il y avait des questionnements des participantes lors de la journée d'études parce que, comme on l'a dit, il y avait du financement qui est orienté vers le développement de communautés virtuelles de pratique. Donc, il y avait des questionnements à savoir si c'était dans une perspective d'économiser des sous. Mais, en fait, l'ensemble des participantes tenait vraiment à réaffirmer que non, ça ne fait pas économiser des sous parce que, comme on le dit, l'animation demande des ressources financières et que, de toute façon, les animatrices, ce qu'elle disait, c'est que ça demandait des ressources équivalentes, en fait, organiser, faire de l'animation, organiser des rencontres en présentiel ou organiser des rencontres virtuelles. Donc, ça demande un temps qui est semblable, une énergie qui est semblable, des ressources semblables. Donc, à ce moment-là, il faut se sortir, en fait, ce mythe-là de la tête pour vraiment pouvoir développer des communautés qui sont pérennes, qui sont intéressantes et qui atteignent leur plein potentiel. Et pour conclure sur une note positive, en fait, ce qui est ressorti également, c'est que les communautés de pratique pouvaient avoir un potentiel subversif. Parce que, évidemment, quand dans une communauté, on questionne, en fait, c'est un espace qui questionne quand même les rapports de travail. On s'interroge en s'interrogeant, en fait, en partageant nos expertises, en essayant de se mettre en commun nos expertises. Bon, on se questionne sur les rapports de travail et on vient, en fait, déstabiliser, la hiérarchisation, questionner la hiérarchisation, la standardisation du travail. En fait, parmi les participantes à la journée d'études, il y en a qui disaient qu'il y avait des gestionnaires qui étaient inquiets, qui avaient des préoccupations à un certain moment à cause justement de la communauté virtuelle de pratique qui était en place parce que ça remettait en question certaines hiérarchies de travail. Donc, c'était quand même intéressant. Donc, pour nous, puis donc, d'où cette citation-là, des gens qui se rencontrent en ligne ou hors ligne, c'est dangereux. On le sait. Fait que c'est ça. Donc, en fait, on voulait donc réaffirmer, en fait, pour nous, c'est important de dire que, justement, il faut embrasser, en fait, cette dimension militante-là de la communauté virtuelle de pratique pour qu'il y ait vraiment des transformations positives sur nos milieux de travail puis dans notre société. Donc, embrassons cette dimension militante-là. Donc, ça serait tout. Puis, dans le fond, je voulais juste qu'on me donne un petit main d'applaudissement à Chantal. Parce que Chantal, c'est elle qui a fait l'animation de la communauté de pratique. Ça n'a pas toujours été facile. Et même quand elle a changé d'emploi, elle a continué à faire l'animation, ce qui n'était pas nécessairement évident d'avoir 2 emplois en même temps. Donc, vraiment, un gros merci, en fait, à Chantal. Voilà. Je voulais juste rajouter un petit mot. Au départ, quand on a organisé la journée, on ne pensait pas faire des fiches pédagogiques sur les communautés de pratique. Puis en écoutant chacune qui parlait de sa communauté, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin d'échange. Donc si vous voulez mettre en place une communauté de pratique, il faut en parler. Donc ça, c'est comme un premier espace de parole, mais qui est évidemment limité. Mais il faut vraiment trouver des gens avec qui pouvoir aller décanter parce que c'est difficile. Donc voilà, c'était ça l'idée.
Bien, il y a peut-être justement une solution technologique là, qui est en train de se mettre en place, en fait, qui est déjà mise en place, puis on m'avait proposé de venir en glisser un mot, donc c'est peut-être un bon moment pour en parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de passerelle.québec, donc c'est une plateforme web qui est accessible par l'adresse passerelle.québec. Donc, elle a été développée par le TIES, qui est une organisation de liaison et de transfert en innovation sociale, et puis on réalise qu'effectivement, ce besoin-là, il est partout, là, d'avoir des plateformes numériques, mais aussi qui puissent être éthiques, justement, puis contrairement à des groupes Facebook qui nous permettent aussi de classer l'information puis de répondre à une panoplie de besoins puis d'être en confiance. Là, donc, là, on a développé Passerelle.Québec qui a été lancé en septembre dernier, qui a déjà 1600 membres et une centaine de communautés de pratique qui sont en train de se mettre en place. Et la plateforme, là, je vais faire très bref, là, mais je pourrais en parler plus longtemps, mais si ça vous intéresse, faites signe, qui permettent à des groupes de collaborer entre eux, mais aussi qui permet de collaborer entre groupes. Puis il y a aussi justement des espaces de partage, donc plus de type réseau social où on peut juste partager l'information, des espaces de veille, et après ça, être en privé dans un groupe en particulier pour tout ce qui est économie sociale, communautaire, innovation sociale, développement du territoire, réseau militant, etc. Donc ça peut être peut-être intéressant. Je lance l'appel comme ça si vous voulez créer des groupes là-dessus. C'est entièrement gratuit et justement, l'idée, c'est de mutualiser le développement technologique. Et on fait parallèlement à ça un soutien aux communautés qui est gratuit aussi pour trouver les bonnes stratégies d'animation. Puis d'ailleurs, merci énormément pour ces ressources-là puis pour le guide. Je trouve ça vraiment intéressant. Nous, on s'en vient aussi avec un autre guide en septembre et vous pouvez être certaine qu'on va référencer vers... parce que je trouve ça vraiment intéressant. J'ai feuilleté rapidement. J'ai hâte de lire plus en détail. Et puis, donc voilà. Quand j'ai eu vent de ce super beau projet qui est Passerelle, la première question que j'ai posée avec mon chapeau protocole UQAM Relais Femmes à Joël a été « Mais là, c'est-tu accessible au groupe de femmes et au groupe féministe? » Joël m'a répondu à un oui enthousiaste. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller le voir, aller voir l'équipe du TIES. Il y a Maëlle aussi qui est ici présente. Donc, c'est un outil qui est en train d'être lancé, qui est déjà lancé, qui pourrait nous être utile aussi collectivement. Il y a également le CEDAF qui fait un travail formidable. Donc, voilà. Bien, écoutez, je pense que quand un groupe comme La Clé, un groupe de femmes féministes, trouve son compte dans une collaboration avec des chercheurs dans le cadre du service, mais quand l'ensemble des groupes de femmes et communautaires peuvent trouver leur compte, notamment par le biais d'un rapport qui fournit des méthodologies pour évaluer des communautés de pratique, mais aussi par le biais des fiches pédagogiques, peuvent trouver leur compte à des projets, bien, je pense que tout le monde est gagnant dans le milieu. Donc, bien, merci beaucoup. À la bouffe et au plaisir de vous revoir bientôt.